Alors je vous invite maintenant à prendre un peu la mer, de revenir sur les terres du centre du droit maritime et océanique, en passant au deuxième moment de notre table ronde sur la mer, l'aventure, le héros. Et donc je voulais appeler ça les réflexions autour du livre La part du héros. Alors, c'est un livre qui a suscité beaucoup de questions. Monsieur le professeur Beurier s'est beaucoup intéressé aux argonautes, à la nef Argo et à tout l'imaginaire héroïque qui va tout autour. Alors, je vous laisse la parole pour commencer ce deuxième moment. Alors tout d'abord, vous venez de citer Jacqueline de Romilly, et je pense qu'on peut avoir une pensée pour elle, parce qu'elle aurait été tellement heureuse de voir que la relève est là, grâce à vous. Donc je me permets de rappeler cette grande helléniste française. Alors oui, bien sûr, en tant que CDMO, je pense bien sûr particulièrement à Argonautica d'Apollonios de Rhodes. Et comme on en a parlé hier, il y a l'aspect de la mer en tant qu'élément qu'il va falloir traverser, mais il y a aussi l'aspect intellectuel et de réflexion qui vous a beaucoup intéressé. Et donc ma première question, c'est: peut-on devenir héros de sa propre vie, c'est-à-dire garder le cap, apprendre de l'épreuve et repartir? Ou bien est-ce qu'il ne faut pas changer de route? Tout d'abord, merci. Merci d'avoir rappelé Jacqueline de Romilly. Je suis très, très touchée. Effectivement, une des raisons pour laquelle, peut-être la principale raison pour laquelle, où j'ai trouvé, moi, ma volonté d'assumer ma part du héros, c'était en lisant, en étudiant les écrits de Jacqueline de Romilly. Et alors là, pour moi, c'est très lié même à la question que vous venez de me poser. Puis, parfois, on peut même découvrir notre héroïsme dans le sang grec, même en restant immobile. Pas forcément besoin de traverser ou de bouger sans avoir un horizon. Moi, je dirais plutôt que la seule clé, je pense encore une fois au mythe des Argonautes, c'est quelque chose que c'est plutôt dans le regard. C'était un peu comme ça que hier, j'ai terminé mon discours lors de la cérémonie solennelle. C'est vraiment dans le regard, c'est exactement le regard de Jason et de ses camarades quand ils regardent la mer, quand personne dans l'histoire avant eux n'a jamais, même pas pensé que c'était possible de la traverser. Voilà, c'est dans le regard de ces jeunes garçons qui se dit, voilà, la mer est là, et moi je veux aller voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. C'est de l'autre regard, c'est dans le regard de qui il voit un parcours, un chemin, et il est disposé à aller voir et à combler la distance que le sépare de son groupe, plutôt que profiter de l'aisance, de la paix, ou bien des habitudes de rester en sécurité sur la plage ou dans les ports. Alors, dans la suite de cette première question, vous dites aventure au large ou aventure intérieure. Les deux peuvent être considérés. Et à la limite, peu importe. Si l'on tend vers la réalisation de soi, qui est en fait le but dans la vie. Alors oui, certainement, mais pensez-vous que ces aventures soient d'égale valeur? Ah, n'importe quelle aventure. L'aventure intérieure ou l'aventure face aux éléments? Je ne vois pas possible l'existence de l'une sans l'autre, c'est-à-dire se retrouver seul face aux éléments sans avoir un but intellectuel, une finalité intérieure, c'est quoi? C'est simplement de l'activité sportive peut-être.
Et l'autre aussi, c'est-à-dire une aventure intérieure qui ne prévoit pas de changer au moins un tout petit peu les choses à l'extérieur, c'est, je ne sais pas, c'est un grand soliloque, c'est quelque chose qui ne laisse pas de traces. Là, je pense notamment à la grande aventure, quand j'étais en train de lire la question, je pensais à Lord Byron et à ses aventures, des aventures évidemment intérieures, c'était toute voilà, une traversée personnelle qui s'est devenue après une traversée évidemment en extérieur jusqu'à devenir un grave mouvement politique et poétique qui a touché l'Europe jusqu'à libérer la Grèce. Une autre question, vous dites que le pire est de ne jamais oser. Ça, effectivement, c'est remarquable parce que c'est le désir de tout le monde de ne pas s'enfermer, mais au contraire d'oser se dépasser, quel que soit l'obstacle que l'on rencontre. Alors, pensez-vous que la solution est de tout laisser derrière soi? De tout laisser, dans le sens de tout détruire, un peu comme Alexandre le Grand. Vous dites oui, et même le navire. Alors, vraiment, peut-on laisser tout derrière soi pour oser? Oui, je ne pense pas que ce soit sauter dans le vide sans avoir aucun repère. Mais le fait vraiment de sortir d'une espèce de chemin déjà écrit, mais pas par nous-mêmes, c'est important. Là, je me rappelle très bien, juste pour revenir un peu au sujet du débat précédent, je souris parce qu'on est là aujourd'hui dans cette maison magnifique des Saint-Céron, mais quand j'avais déjà 14 ans, quand j'ai dit à ma famille, j'aimerais bien continuer mes études, faire du grec et du latin, moi je n'avais que mon papa il a dit, c'est bizarre cette chose, mais je ne viens pas d'une famille d'hellénistes, ni personne, ma famille n'avait jamais étudié grec et latin. Bref, je vais rapidement, quand j'ai communiqué ma volonté de poursuivre le parcours à l'université, à la fac, les gens autour de moi me disaient, pauvre, ça va pas, pourquoi vraiment ça, tu vas rester sans emploi, le cataclysme, la catastrophe. Ce n'était pas si évident. Et moi, évidemment, je n'avais pas de certitude, je savais simplement ce que... Ce n'était même pas un choix, comment dire, c'était un choix pour l'exclusion. Je savais que tout le reste n'était pas mon chemin que pour moi. Et alors, c'était encore plus évident, plus fort la nécessité de continuer à faire du grec et du latin. Puis, j'enseignais au lycée, j'ai appris le grec et le latin des jeunes élèves, et quand j'ai écrit mon premier ouvrage, la langue géniale, vraiment, les amis me disaient, pauvre, on attend depuis très longtemps, livre-toi vraiment du grec que tu dois écrire. Mais moi, je ne l'ai pas, et c'était évidemment, mais même pas mon éditeur, bon, si vraiment il faut parler du grec ancien, voilà, sinon, ça sera peut-être mieux changer de sujet, écrire quelque chose de plus contemporain. Et voilà, 8 ans après, je me trouve ici, aujourd'hui, en votre compagnie, à parler d'humanité et des poésies. Si j'avais suivi un chemin qui n'était pas le mien, sûrement je n'étais pas là. Qu'est-ce que ce n'était même pas si héroïque, si là je repense, ça a l'air de... C'était vraiment... J'avais la conscience de ce qui n'était pas vraiment pour moi. Alors là, c'était vraiment plus facile de rester. C'était plutôt une question de fidélité à moi-même, plutôt que le fait de laisser des choses derrière moi. Parce que je pensais à un exemple particulier qui m'était venu à l'esprit en vous lisant. C'est en juin 40, lorsque une bonne cinquantaine d'habitants de l'île de Sein, des jeunes garçons, en entendant la proclamation du général de Gaulle, l'appel du général de Gaulle, n'ont même pas cherché à emporter des bagages. Ils ont sauté sur leur navire et ils ont traversé la Manche. Là, je pense que c'est osé et que c'est tout abandonné derrière soi. Certains n'avaient même pas prévenu leur famille. Et l'exemple de l'île de Sein est bien sûr célébrissime, mais bien d'autres cas
tout à fait voisins se sont produits. Donc là, vos réflexions, ça m'a particulièrement intéressé. Alors, peut-être M. Goyer, une question sur les Argonautes. Alors sur les Argonautes, oui, j'avais une question, parce que vous montrez assez clairement que le héros n'est pas un surhomme. Alors il faut se méfier du mot surhomme, parce qu'en allemand, vous savez que ça vient de Nietzsche, c'est Übermensch, et que ça a été très mal traduit. Übermensch, effectivement, en allemand, le Mensch, ça signifie l'être humain, mais ça a été retraduit récemment, et je suis complètement d'accord avec cette traduction, par surhumain, et non pas surhomme. Donc, il n'y a pas du tout la même connotation, je dirais philosophique, que l'on peut dérouler à partir de cette retraduction en surhumain. Surhumain, c'est celui qui sait dépasser l'humain, et finalement, ses croyances. C'est tout. C'est rien de plus. Alors, vous dites que c'est le héros, finalement, c'est celui qui sait prendre ses risques et aller au-delà de ses limites en apprenant à se mieux connaître lui-même. Ma question, c'est de savoir dans quelle mesure on peut être un héros tout seul, en oubliant les autres. Et justement, comment peut-on se connaître soi-même si l'on ne se reconnaît pas, comme le disait Aristote, comme zone politikon, voilà, comme être politique. Merci, c'est une très belle question et je vous réponds tout de suite que moi je ne crois pas du tout à la solitude comme dimension héroïque, ni comme dimension intellectuelle. Au moins, moi je fonctionne très mal, seul. Mais pas seul parce que j'ai besoin d'être en compagnie. Finalement, l'activité d'écrire, c'est l'activité la plus solitaire possible. On n'écrit pas un livre avec les autres, mais j'ai toujours besoin de partager, d'échanger mes idées. Et pour revenir même à la question initiale, les rocs, tout ça, moi j'ai toujours peur de gens qui ont une vérité, croient d'avoir une vérité absolue, ils ne sont pas disponibles à les mettre en discussion. Tout aujourd'hui, je vois combien d'époques on fait plein de monologues, plus ou moins remarquables, mais très peu de dialogues. Et alors là, quand quelqu'un on parle de solitude, moi je dis même pas Dante, qui pour moi Dante, voilà, c'est un sommet. Voilà, c'est un sommet, c'est lui, c'est mon héros, moi. Même pas Dante, il a osé imaginer, arriver, descendre, imaginer son voyage seul, il a eu besoin d'un guide. Et je pense que ça, c'est vraiment la clé, un peu plus d'humilité, de reconnaître que vraiment seul, on ne va pas nulle part. Pour revenir à la question des racines, on n'est même pas seul d'un point de vue historique. Les générations qui nous ont précédés, là c'est vraiment la célèbre phrase, on n'est pas des nains sur les épaules des géants, mais finalement le fait de vouloir à tout prix couper racines, le passé, le futur, ça risque de nous rendre des êtres démunis, des êtres qui ont l'impression d'être venus au monde, d'être les tout premiers, d'être habiter la terre au monde, le premier à se poser des questions fondamentales comme la vie, la mort, voilà, se rendre toujours plus, je dirais plutôt que seul, on est volontairement coupé. Donc un héros humble. Ouais. Ce qui est une idée intéressante. Alors je voudrais mettre le héros aussi, ce héros humble justement peut-être, au regard de la question du bonheur. Parce que on a parlé depuis hier de Jason, d'Énée et d'Ulysse, qui sont presque toujours au péril de la mer. Et je me suis demandé si à un moment donné la mer pouvait leur procurer du bonheur. Parce que c'est la mer de l'épreuve, c'est la mer à traverser, c'est la mer de la guerre, de l'exil. Est-ce qu'il y a un moment heureux? Alors, j'ai souvenir d'un passage. J'ai un très bon ami ici qui s'appelle Franz Minard et qui, il y a quelques années, m'avait invité à parler à l'occasion d'un départ du Vendée Globe. On était au Sable d'Olonne, M. Goyer s'en souvient, et
m'avait proposé une communication sur la plaisance et la course au large. C'était le thème de la table ronde. Plaisance et course au large, y a-t-il quelque chose dans l'Antiquité là-dessus? Alors j'ai un petit peu de mal à trouver, forcément. Et j'avais trouvé la fameuse régate du livre 5 de l'Énéide à l'occasion des Jeux funèbres, où là, il y a effectivement une course de bateau, voilà, et qui est décrite magnifiquement. Mais finalement, les sources sont assez peu nombreuses, et la mer est globalement présentée comme le lieu du danger, du péril, de l'exil, etc. Alors, la question toute simple, c'est est-ce qu'il y a une place pour le bonheur en mer? Je n'ai surtout pas une vérité absolue. Je crois que la mer, ça n'a pas changé, ce n'est pas que ce n'est inventé aujourd'hui la dimension la plus paisible, la plus facile. Je pense que le péril et le danger, c'est resté à peu près le même. Je peux partager deux souvenirs tout à fait absolument personnels liés au bonheur. Le premier, c'est que depuis que j'ai l'honneur d'être entrée dans la marine et de partager en tant qu'écrivain de marine, alors de rencontrer des officiers, des admiraux. Quand on s'y rencontre, moi je suis toujours surpris, frappé, je dirais, par leur bonheur. Et là, je ne veux pas redevenir ironique comme mon intervention hier, mais vraiment, moi parfois j'ai vraiment honte simplement de franchir la porte de ces rendez-vous, de ces réunions, parce que je n'ai aucune compétence maritime, et puis je rencontre des gens qui ont traversé les océans pour des finalités des guerres, où le péril était encore plus, il n'y avait pas que le péril de la mer, mais le péril de la guerre en mer. Et il fait que j'avoue qu'ils sont parmi les gens les plus heureux que j'ai connus dans ma vie. Je crois que la semaine dernière, lorsqu'on rencontre, on partage même des chants, on chante beaucoup, c'est grâce à la marine et au marin qu'on a pris le bonheur partagé de chanter ensemble, des chansons liées à la mer, évidemment à la marine. Voilà, je me rappelle très bien un officier qui on parlait de travail. Voilà, et il m'a dit dès que moi je suis devenu marin, je fais le seul métier que j'ai rêvé quand j'étais petit. Je n'ai presque jamais travaillé un seul jour dans ma vie tant que je suis content de le faire. Et en plus, en même temps, il m'a raconté des missions de guerre qu'il a fait. Et moi, j'étais vraiment sidérée, effrayée par le danger qu'il a traversé. Il m'a dit, là j'ai un enfant, un petit garçon, j'espère que lui aussi il va suivre mon exemple. Et cet exemple de bonheur, ça m'a beaucoup marqué. C'est vrai que parfois, là où il y a un danger réel, je dis un danger réel, et je parle notamment de la guerre aujourd'hui, nous on vit dans un tel état de bien-être qu'on ne peut pas forcément dire que je ne peux pas traverser la Méditerranée pour une croisière soit vraiment un danger. Mais là où il y a un danger réel, il y a même un bonheur. J'ai l'impression qu'il y a un bonheur beaucoup plus réel que simplement de l'allégresse passagère. Merci pour cette réponse. Je crois qu'Ulysse ne devait pas être mécontent de naviguer. Malgré la fureur de Poséidon et malgré tous les impédimenta rencontrés, je pense qu'il aurait pu trouver plus rapidement le chemin d'Ithaque. Je pense aussi. Voilà. Je pense aussi. Je pense qu'il n'était pas mécontent de naviguer. De naviguer, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est le malgré. C'est-à-dire qu'il pouvait être heureux, effectivement, malgré tout ce qui lui rendait la vie impossible. En fait, Voilà. Le risque de mourir à tout moment. Mais c'est peut-être ça aussi le bonheur. Mais C'est savoir si prendre je peux un me risque. permettre, avant que la mer ne soit aujourd'hui réglementée avec ses espaces, la haute mer, la zone économique exclusive, le plateau continental, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, je crois que les anciens avaient une conception un peu binaire de la mer. Un peu binaire. Il y avait la haute mer, entre guillemets, pas celle que nous connaissons aujourd'hui, hein. C'est la mer de l'aventure. C'est celle des grands dangers. C'est celle des pirates. C'est celle Des monstres. Oui, des monstres. Oui. Et puis il y a la mer côtière. Celle où on peut se baigner, celle où on peut pêcher, celle où on peut avoir du plaisir. Oui, je pense que la mer... Faire du cabotage. Faire du cabotage. Je pense que la mer a toujours été une source de bonheur. La proximité de la mer a toujours été quelque chose de formidable pour ceux qui y vivent.
Et on a une très belle scène dans l'Antiquité, la scène du petit enfant qui chevauche un dauphin, Voilà. qu'on retrouve dans beaucoup de Oui. mosaïques. Tout à fait, Beaucoup de tout à textes fait. comme ça. Ça, c'est l'image du bonheur de bord de plage, en fait. Oui, c'est oui. assez... c'est Bah, assez la- frappant. le bonheur est lié à la frayeur, hein, puisque finalement c'est la contrepartie. Et la mer était quelque chose, je vois dans tous les textes bibliques par exemple, la mer est conçue comme quelque chose qui fait peur. La mer démontée, quand on voit Jésus sur sa barque avec le lac de Tibériade démonté par la tempête et qui dit non, calmez-vous, ça va, de toute façon il n'y a pas de risque, je suis là. Il y a cette peur fondamentale, mais qui est peut-être aussi débouche sur un bonheur finalement et une plénitude, plutôt une plénitude, je pense, que le vrai bonheur, la plénitude. Et elle se déploie à l'ombre Absolument. d'un certain risque ou d'un Ah, certain danger. tout à fait, tout à fait. Qui est là. Alors c'est un peu théologique, mais Alors, peut-être on va pouvoir faire une petite transition sur l'art de résister. Mais alors, je voulais quand même, est-ce que vous m'autorisez à poser une question piège, mais qui est une question piège de connivence, hein, totalement. J'aimerais savoir quelle est la couleur de la mer. C'est la couleur du vin, non? J'aurais Exactement. dit. Oui. Ah, c'est une question qui a fait beaucoup travailler les antiquisants depuis toujours, depuis qu'on a le texte Oui, de oui, mer oui. avec Rhoinops, Oui. la mer couleur de vin. Et donc la mer, selon les traducteurs, est traduite par la mer aux teintes lit de vin ou la mer violette. oui. Ouais. Ce qui est assez extraordinaire pour nous. Alors on va pouvoir passer maintenant sur l'art de résister. Alors la question de... Pardon, vous avez une question sur les argonautiques pour finir? J'avais deux questions. Ah, deux questions. Alors je vous en prie. Je voulais en venir à Argo, Ah oui. le scaphos. C'est quand même relativement important. Alors, ne pensez-vous pas qu'il est de tout temps le passeur universel, la clé finalement est le compagnon de l'aventure en même temps que le cocon protecteur. Ouais. Donc, est-ce que si on doit tout abandonner pour oser, est-ce que la dernière chose à abandonner, ce n'est pas le scaphos? Bah, c'est une très bonne question. Là, notamment si on pense au poème d'Apollon, bah, effectivement, Argo, le navire, c'est le vrai protagoniste du poème. Et là, dans une scène qui j'aime beaucoup, que ça me touche toujours, c'est que quand les Argonautes ils font naufrage et sont dans le danger extrême final, ils décident de ne pas abandonner, Argo, ni de laisser derrière eux. Et c'est là alors où il prend Argo, le scaphos sur leurs épaules pour les amener hors du marais où le bateau il est précipité dans cette traversée avec leur propre bateau sous les eaux. Et c'est un passage que je trouve toujours très très beau. Et c'est là où il y a une scène que Jason il fait un rêve parce qu'il ne sait pas comment sortir de l'impasse, quoi faire pour sauver sa vie et celle de ses compagnons. Il a une espèce de sphinx, il lui pose la question. Et finalement, c'est là où Jason il comprend que Argo c'était une sorte de cocon maternel, c'était leur mère. Une matrice. Voilà, une matrice. Une matrice, oui. Et c'est pour ça qu'il décide alors de l'amener sur l'épaule, de l'amener, et finalement pour le remettre dans la mer. Ça sera même intéressant de poser la question de comme si c'est jamais de ce type d'acte héroïque où les marins ils sauvent avec ses propres énergies, sa propre force, un bateau destiné à écouler. Et alors là, Argo il est vraiment pour moi la clé de tous les poèmes, je dirais. Et puis, dernière question, on va parler un peu des femmes. Ah oui. Au contraire d'Ulysse, Jason est protégé
par les dieux, par 5 dieux, et pas les premiers venus. Et malgré tout, ça ne va pas suffire pour qu'il puisse atteindre la toison d'or. Jason, dans son expédition, a besoin de Médée. Non seulement il a l'aide de cette magie, mais elle est complètement impliquée à son désavantage. Elle est complètement impliquée dans cette aventure. Alors, et quand on connaît la suite, n'est-elle pas victime de l'Ananké, d'une fatalité qui faisait partie de l'esprit de la Grèce antique, et en cela devenir l'héroïne? Ah oui, l'Ananké, cette nécessité, c'était un des sujets abordés hier. Voilà. C'était le titre de toute la journée qu'on a donné. Oui, dans le cas de Jason et de Médée, c'est très évident. Dans le cas d'Énée, encore plus, je dirais. C'est vrai que Jason, par rapport à Ulysse, il n'est pas marié, il n'a pas quelqu'un qui l'attend de l'autre côté de la mer. Mais c'est vrai que le succès de son aventure, de son expédition, ça devient le début de la tragédie de Médée. Médée qui renonce à tout pour suivre cet homme, ce monsieur arrivé de lointain. Médée qui est la symbole de la faim, et surtout de la femme étrangère, de la femme qui vient de très loin. Et un peu comme, je dirais, un peu l'équivalent de Didon dans l'Énéide. Mais je pense que Médée fait beaucoup plus de résistance à la nécessité par rapport au poème de Virgile, mais au personnage de Virgile. Est-ce que Médée aussi n'a pas un pouvoir suffisant pour contrer la nécessité? Le pouvoir de la sorcière, est-ce qu'il n'est pas encore supérieur justement à celui des dieux, parce qu'il fait appel à quelque chose de plus ancien, peut-être plus profond que les dieux des origines? Oui, après, je ne sais pas même pas si les dieux peuvent s'opposer finalement à la nécessité. En général, quand on lit le mythe antique, les poèmes d'Homère ou d'Apollon, ou de Virgile, c'est très clair, même pas les dieux sont autorisés à s'opposer à cette nécessité qui règle l'univers. Et la sorcière avec Et la magie peut-être que c'est je pense, le tentative le plus proche réussi. En tout cas, c'est comme une vague qui est un peu plus haute que les autres sur la digue de la nécessité. Voilà, c'est bien ça. Efkaristopoli, Kyria di Castellos. Grazie. Alors, on va s'intéresser justement à cette autre forme de la nécessité, qui est la fatalité, c'est peut-être une autre façon de le dire, avec cette question de l'exil aussi, et donc arriver à l'art de résister et à cet homme qui fuit une ville en flammes au départ. Alors, je redonne la parole à Dominique Gourier, peut-être pour commencer cette troisième partie. Oui, j'ai bien aimé votre ouvrage sur l'art de résister, je dois dire. Ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai pas mal fréquenté Virgile. J'ai même traduit les passages, vous savez, à l'occasion de traduction que je faisais, parce qu'il cite toujours Virgile. Voilà, donc, tous les juristes citent Virgile, donc j'ai donc essayé de retraduire les vers en respectant le vers latin. C'est pas toujours facile d'ailleurs. Et sans suivre les traductions faites par les éditions Budé, si vous voulez, qui sont en prose, en fait. Moi, ça me plaît pas. Bon, quoi qu'il en soit, Énée, on le sait, c'est quelqu'un qui a quitté sa ville. Franz nous a dit hier qu'il avait été dépositaire nécessaire des pénates de sa ville pour les transposer, pour les transporter ailleurs. Énée, donc, vous nous le présentez un petit peu comme un héros pour tant de crises, finalement. Et en quoi est-ce qu'il peut être encore aujourd'hui un modèle pour nous et nous parler, finalement? Parce que nous ne vivons sans doute que dans l'instant présent et qu'on ne sait plus aujourd'hui, et notre débat politique français le montre parfaitement,
on ne sait plus vivre dans un futur collectif conçu politiquement. Chacun tire la couverture à soi pour faire valoir ses propres fantasmes. Alors, est-ce qu'Énée peut nous servir ici de modèle? Merci pour cette réflexion. Oui, oui. Tout d'abord, je voudrais dire qu'effectivement, oui, l'Énéide, c'est un poème collectif. Cette dimension collective de l'héroïsme, c'est une des mille raisons qu'ils m'ont mené à écrire ces livres. En plus, l'histoire de ces livres, peut-être qu'elle mérite un roman elle-même, parce que quand j'ai enseigné le latin et le grec à mes élèves, j'ai noté parfois les questions qu'ils me posaient. Encore une fois, une des raisons pour laquelle je ne peux pas écrire seul sans être sollicité, stimulé par un dialogue autour de moi. Et une questions, c'était pourquoi les Grecs c'est difficile, pourquoi apprendre par cœur le verbe antique, pourquoi le temps. Et l'autre c'était, est-ce que l'Énéide c'est bien, c'est un poème réussi, ou c'est plutôt quelque chose, une copie d'Homère, mais pas forcément bien réussi, quelque chose d'un peu plus ennuyant, un peu plus opaque par rapport à la dimension épique d'Homère. Je l'avais évidemment noté dans mon carnet, puis personne dans la rue me demandait les mêmes choses. Évidemment, le monde il avait l'air de poursuivre sa folle course sans s'attendre ma réponse autour de l'Énéide. Les années sont passées. Finalement, quand je me suis décidée à écrire, j'ai écrit sous la langue grecque, j'ai complètement oublié l'existence de Virgile et de ces questions. Bref, finalement, il y a 2-3 ans, je me suis perdue avec le temps, je dirais plutôt 3. Oui. J'étais en train de déménager pour la dernière fois dans mon appartement à Paris, parisien, et quand je l'ai trouvé dans les cartons, ces carnets où il avait écrit comprends, parmi les 1000 choses à faire dans l'avenir, comprends la dimension épique de Virgile, je me suis dit, voilà, peut-être que je vais investiguer le sujet. Puis je l'ai proposé à mon éditeur, elle a dit, oui, voilà, vas-y. Alors je me suis mon idée de traduction de Virgile est très bon, en italien ou en français. Moi aussi, je n'aime pas les traductions en prose de l'Énéide. Bref, la pandémie, ça a commencé. Moi, je me suis retrouvée confinée à Montmartre avec presque que Virgile avec moi. Et là, je me suis finalement rendu compte, et le lisant, que la raison pour laquelle parfois on a du mal à reconnaître la valeur et la puissance de l'Énéide, ce n'est pas forcément lié à la poétique de Virgile, mais c'est lié au moment où on le lit. Quand tout va bien, quand tout s'écoule paisiblement comme ces rivières aujourd'hui, on n'a pas forcément envie de le lire, d'apprendre comment sortir d'une crise fatale comme la chute de Troie, et comment se mettre sauver sa propre culture et sa propre famille. Quand tout va bien, comme quand on voyage en avion, on veut tous choisir dans le menu les possibilités offertes par la vie, comme dans les catalogues homériques, c'est être comme un aventurier comme Ulysse, ou être, je dirais, épique comme Achille. C'est quand tout va mal, voire pire, que voilà que l'Énéide, ça devient vraiment le manuel comment tenir debout une société, une collectivité. C'était le cas d'Énée. Et quand Virgile était en train d'écrire l'Énéide, il était en train d'expérimenter la même fracture entre deux phases de l'histoire de Rome, la République et l'Empire. C'était comme ça pour Dante, c'était comme ça dans chaque fracture de l'histoire où on s'empresse à récupérer l'Énéide dans sa propre bibliothèque et là vraiment à l'employer pour sortir dans l'impasse qu'on crée. Alors ce qui est quand même un petit peu injuste aussi, c'est que par rapport à Virgile, alors là je parle de Virgile et non pas d'Énée, c'est qu'il a beaucoup repris à Ennius, parce qu'il a copié. On conserve très peu de choses de l'épopée d'Ennius, mais il a recopié des passages complets qu'il a réintégrés dans l'Énéide. Et c'est dommage qu'on ait perdu la totalité de l'œuvre d'Ennius. C'est très dommage. Parce que finalement, je ne sais pas s'il nous présentait la même figure d'Énée. Je ne sais pas.
Et on ne peut pas le dire. C'est vrai. Et en même temps, il y a peut-être une forme de respect pour cette épopée qui, à l'époque, Oui. était l'épopée de référence. Hein. Ah ben Donc, tout à fait. Et puis c'est l'épopée voulue par Auguste. Franz l'a bien dit hier. Auguste voulait cette épopée parce que c'était Yule, donc le fils d'Énée, qui était le fondateur de la famille Julia et dont il se réclamait. En plus, moi je le dis toujours, on se souvient, on peut imaginer une époque où le programme politique, le programme candidat politique Auguste dans ce cas-là, c'était un poème, un Oui. vers, articulé en 12 chantes. Vous imaginez aujourd'hui un candidat à la présidentielle française il commence à réciter. Moi, je l'aimerais bien. Et surtout, ce n'était pas Mais là, n'y comptez pas. le fait que Virgile ait écrit un poème avec des finalités lecturelles, mais le fait que tout le monde à Rome, il était capable, absolument capable de le comprendre. Ce n'était pas quelque chose de Oui, si oui, oui, c'est vrai. élitiste que, Oui, oui, que tout à deux, fait. trois personnes à Rome, ah, voilà, je Oui, comprends. Tout le monde, c'était la chose la plus, comment La plus dirais, naturelle. voilà. Tout à fait. avec un argument bassu qui est mon ancêtre est mythique. Voilà. Voilà. Oui, 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 Ce oui. qui est quand même un programme politique en En soi. soi. Là, ça se défend tel quel. Bah, écoute, le général de Gaulle, tout Oui. le monde s'en réclame aujourd'hui. Est-ce que c'est pas l'ancêtre mythique? On a besoin. C'est une forme de Yule. Voilà. Alors, dans l'Énéide, il y a quelques passages qui sont des morceaux de bravoure, hein, des moments comme ça que la plupart des écoliers retiennent parce qu'il y a des formules qui sonnent bien. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est à la fin du livre 5 de l'Énéide. C'est au moment où Énée a perdu son pilote, le pilote de sa flotte, Palinure. Il est tombé, vaincu par le sommeil, qui ne lui est pas arrivé tout à fait naturellement d'ailleurs. Il est tombé, il est mort, et ça se termine par ces deux vers en latin: O nimium caelo et pelago confise sereno, nudus in ignota palinure iacebis arena. Alors, je fais une très mauvaise prononciation, hein, c'est sans doute pas du tout comme ça que ça se lisait, mais on sent quand même une musicalité derrière ça. Et ça veut dire donc: trop confiant dans le calme du ciel et de la mer, tu reposeras nu Palinure sur une plage ignorée. En lisant ça, je me demande ce que ça veut dire, ça, trop confiant dans le calme du ciel et de la mer. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire du rapport d'Énée, puisque c'est Énée qui parle à cet endroit-là, il parle à son ami mort. Qu'est-ce que ça veut dire de son rapport avec la mer, justement? L'épisode de Palinure, c'est un des épisodes les plus touchants, je dirais, de l'Énéide. Et pour moi, en tant qu'Italien, mais en général, en Italie, un des plus vivants encore aujourd'hui, comme les lieux où Palinure est tombé en mer, il est encore là, on le voit. Ensuite, des autres légendes, on dit qu'on peut consentir seulement crier ou pleurer ou demander de l'aide. Les rapports avec, ça c'est une très bonne question qui sont évidemment très difficiles, les rapports entre Énée et la mer. Parce que c'est vrai que l'Énéide, c'est au moins pour la première partie, pour 6 chants, c'est un voyage, c'est tout d'abord un voyage maritime, mais on n'a pas forcément, on a un peu du mal à s'imaginer Énée en tant qui est marin, en tant que navigateur. C'est sûrement, il n'a même pas la même facilité, je dirais, maritime d'Ulysse qu'on l'imagine prendre le large avec une telle aisance. En plus, le voyage d'Énée, tout d'abord, ce n'était pas un choix. Énée, il est très clair quand il déclare: moi, j'aurais préféré rester à Troie, chez moi, dans ma vie, avec ma famille et mon ami. Il était obligé à prendre la mer. Son voyage, ce n'est pas une aventure intellectuelle, c'est plutôt un pèlerinage vers un futur. Voilà, c'est un voyage de reconstruction plutôt qu'un voyage de découverte. Je ne sais pas, moi j'ai l'impression toujours qu'Énée ne soit pas si... Il a un regard un peu... Je pense qu'Énée c'est plutôt comme moi, c'est-à-dire il regarde la mer mais n'est pas forcément si... Voilà, aussi à l'aise avec la mer. Il voit... Il est un peu... Quand même, il garde la peur naturelle. Ah, qu'il est doux, de la terre ferme, de voir en mer le terrible péril d'autrui. Et ça, ce sont des vers terribles aussi. Voilà. Ça c'est Lucrèce. Lucrèce. Et quand on explique ça à des jeunes aujourd'hui, ils se disent:
C'est terrible ce point de vue, ça. Le plaisir sadique de voir l'autre souffrir. Et là, il faut reprendre derrière en disant non, c'est juste qu'on est content de ne pas être dans le péril en question. Il n'y a rien de sadique là-dedans, heureusement. Mais effectivement, le péril de la mer, il est toujours là. Alors, je me suis aussi posé la question des sirènes. Où sont-elles, les sirènes de l'Énéide? J'ai cherché, je n'ai pas trouvé de réponse là, c'est pour ça que je me permets de poser là. C'est pas tout à fait. Effectivement, je ne sais pas, c'est Didon peut-être la plus grande des sirènes de l'Énéide. C'est elle, le seul moment où Énée oublie sa mission. Et sa mission fatale de fonder Rome, mais c'est Didon, il s'amuse. Et le chant des sirènes, c'est peut-être ce chant de la mort de Didon dans l'opéra de Purcell, qui est absolument magnifique. Le Henry Purcell. Et c'est un chant absolument superbe. Je pleure chaque fois que je l'entends. J'aime beaucoup cette idée de Didon comme sirène, parce qu'effectivement, elle est là, elle l'attire, quelque part, enfin elle l'attire. Oui. Ça finit par une attirance, effectivement, et puis il oublie un instant. Il oublie, alors non pas son retour, mais son avenir. Oui. Et c'est peut-être le principal danger qui le guette dans sa mission, la fameuse mission de transporter les pénates dont on parlait hier. Et c'est intéressant dans un récit de chercher la sirène. Voilà, où est Oui, mais là, la sirène, elle chante à son départ. Oui. Ce qui est une façon, effectivement, de toute façon, d'inverser les choses. Un autre moment de l'Énéide aussi que vous décrivez dans l'art de résister, c'est le moment de la descente aux enfers. Et j'ai beaucoup aimé le passage où vous expliquez que finalement pour beaucoup de gens c'est là que Virgile est le plus Virgile. Le moment où il imite le moins l'Iliade ou l'Odyssée, le moment où c'est un imaginaire différent de celui des Grecs qui prend le dessus. Et évidemment c'est un livre qui moi me touche beaucoup, on en a parlé parce que j'aime beaucoup ce moment où Énée est confronté à la peur. Et justement, on a un héros qui descend aux enfers, donc au livre 6 de l'Énéide, ce qu'on appelle la catabase. Il descend dans le monde des morts et il y a des monstres qui viennent à sa rencontre. Des monstres qui sont terrifiants, ce sont des allégories, la maladie, la mort, le sommeil, qui est sans doute le sommeil de l'ivresse, ce que vous expliquez dans votre livre. Et face à ça, il est saisi de frayeur. Et Virgile insiste bien sur le fait qu'il a peur. Et la peur du héros, c'est pas forcément quelque chose qui est très très commun. Et non seulement il a peur, mais il tire son épée et il s'apprête à foncer sur ces monstres, parce qu'il a peur, mais il faut qu'il se défende. Et c'est la Sibylle qui lui dit « Range ton épée, ça n'existe pas, ce sont des monstres sans corps. Des ombres qu'on ne peut pas pourfendre. » Et donc, il rengaine son épée et il continue sa route. Je me demandais, je voulais vous poser la question, qu'est-ce qu'elle nous dit, la crainte qui s'empare d'Énée à ce moment-là? Est-ce que c'est la crainte qui est le signe de son humanité, finalement, il a peur parce qu'il est simplement humain, ou est-ce que c'est la crainte qui signe la mise à l'épreuve de son courage? Moi, je vous répondrais plutôt la seconde possibilité. Parfois, on a peur de quelque chose parce que ça nous rappelle que nous aussi, on pourrait être comme ça si on ne fait pas attention, on ne prend pas des précautions. Et dans le cas d'Énée, oui, évidemment, il est humain, mais il est humain pendant tous les poèmes, n'a pas besoin de... Ce n'est pas là qu'on découvre qu'il est humain comme nous. C'est plutôt, je dirais, la crainte de ce que ces monstres et cette peur aussi suscitent en lui. Est-ce que ce ne sont pas les monstres que crée son imagination? Parce qu'on peut penser des choses comme ça. Moi, je sais que quand j'avais étudié ces passages, quand je faisais du latin, avec les professeurs qui nous expliquaient les choses, c'est ce que un de mes professeurs en première nous avait dit. Il combat sans doute les monstres de son imagination. Et la Sibylle lui montre que c'est pas la peine. C'est pas la peine de sortir ses épées. Il faut tout simplement qu'il reprenne le contrôle de lui-même.
le texte qui nous dit Juanas sugerit imagines. Oui, je sais bien. Mais Bah oui. c'est ton esprit qui suggère des vaines. Ben voilà, exactement. Donc Ben, ça vient de l'intérieur de lui. Ben voilà, et c'est ça. l'épée ne servira à rien dans ce Absolument. dans ce C'est débat. ça. Et, Et c'est là-dessus qu'il s'était appuyé justement pour nous expliquer ça. ouais, c'est vrai. Et la réponse, elle est claire dans le texte, même si on est dans un cadre héroïque et donc on s'attend à ce Oui. que, voilà, classiquement, il profane les monstres. Oui, 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 tout à C'est fait. ce qu'on attendait de lui à ce moment. Alors, j'aurais peut-être pour ma part une dernière question, peut-être que vous aussi. J'ai beaucoup aimé dans votre livre ce que vous écrivez à la page 72. Le talent de Virgile. Évidemment, je ne le connais pas par cœur. Ah, vous n'avez pas l'exemplaire. Vous ne connaissez pas ça par cœur. Voilà. Eh bien, je vais vous la lire, la phrase. Ah, Le merci, talent de Serge. Virgile a été de donner la parole à tous ceux qui, dans la vie, ne font pas ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils doivent. J'ai beaucoup aimé ce passage-là. Et je me suis dit, bah, si Aîné fait vraiment ce qu'il doit et non pas ce qu'il veut, est-ce que lui aussi, c'est un peu la même question que la mère tout à l'heure, est-ce que lui aussi, il peut être heureux? Est-ce qu'il y a un lieu pour le bonheur dans la vie d'Aîné? Bah, moi, je dirais que si, mais ça, c'est quelque chose que je défends en général assez souvent, c'est-à-dire l'idée qui, surtout aujourd'hui, il faut vraiment prendre une position politique claire, et pas politique dans le sens de l'administration, de la ville ou de quoi, mais vraiment une position précise. Et moi, je ne pense pas que le bonheur soit exactement comme la mère nous apprend, soit faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Parce que ça, c'est l'anarchie, ça, c'est comment on dit, bah, le caprice du petit enfant. Aîné, c'est pour ça que c'est un grand héros, selon moi, politique et collectif, parce que pas toujours il veut le faire, mais pourtant il le fait exactement comme il le fait. Il garde très, très vivant en lui un sens de l'honneur. Il n'est pas disponible à voilà, se rebasser ou à vendre ses valeurs, ses idéaux. Et je pense que ce cas-là, c'est un bonheur. C'est là où il réussit son bonheur. C'est vrai que quand finalement il arrive dans les Latium et il gagne sa guerre, sa bataille contre les habitants, les autochtones, c'est vrai que finalement il n'éclate même pas dans une grande célébration, on n'attend pas de grandes fêtes chez Aîné. Mais pour là, moi je pense que c'est même ça la clé du bonheur. C'est une certaine réalisation. Voilà. Oui. Et la réalisation, c'est le devoir. De faire ce que Oui, oui. c'est ce que l'autre. Là, Fais ce que oui, tu dois. Paul Venn, dans la traduction, au Palais Belles Lettres que je lis, il dit bah, que c'est finalement ça le bonheur, c'est finalement pas faire ce qu'on veut comme on veut, mais faire accomplir son devoir et en même temps sentir que c'est ça qu'on veut vraiment faire. On dirait ça, Mach was du musst. En allemand. Donc, quelques mots d'allemand. Est-ce que vous souhaitez Non, moi j'ai posé toutes mes questions et vous avez bien. Vous m'avez satisfait dans vos réponses. Simplement, peut-être, je ne sais pas si vous partagerez le même sentiment que moi. En arrivant à Athènes, sur la place Saint-Dagma, au pied du Parlement, il y a le monument aux morts. Derrière les Edzorves, qui le gardent, il y a le symbole de ce monument aux morts, un héros grec qui est couché, qui est mort. Et c'est un haut relief qui est beaucoup plus grand que nature. Et Ah oui, devant ce monument, j'ai ressenti un choc, j'ai compris ce que dans l'esprit des Grecs, c'était le héros grec, le sauveur de la cité, le protecteur qui va jusqu'au sacrifice de sa vie. Je trouve ce monument très très fort. oui, oui. Ah oui, je vous remercie. Ce sont des idées qui sont de moins en moins véhiculées, ça. Alors je voudrais Chacun se pousse. Je voudrais faire quelques mots de conclusion avant de vous redonner la parole, professeur Ndende. Au terme de ce parcours, et je voulais vous amener sur une dernière rêverie, parce qu'en fait on a beaucoup parlé des histoires de mer, et je voulais vous emmener pour finir sur une rêverie sur les histoires en mer. Parce que on n'en a pas parlé, parce que ce n'est pas la norme dans l'Antiquité. En fait on parle de la mer lorsqu'on est à terre, lorsqu'on est de retour. On ne se raconte pas d'histoire sur les bateaux. c'est vrai. C'est un principe, on ne raconte pas d'histoire sur les bateaux. Sur les îles, oui, on peut raconter des histoires sur les îles, parce que là, voilà, c'est l'escale, on est à terre, et puis d'ailleurs, les récits
sont souvent des récits en archipel, parce que chaque chapitre est une île. Et pourtant, on peut se dire, nous, quel meilleur endroit que la pleine mer pour se raconter des histoires. Parce que quand on est en mer, quand on est au large, on est entre deux infinis. Il y a l'infini du ciel, il y a l'infini des abysses, et les infinis sont aussi des indéfinis. Parce que on est quelque part sur un monde, les Japonais diraient un monde flottant. Voilà. Alors c'est le bateau qui flotte sur la mer, mais c'est le bateau qui flotte sous le ciel aussi. Il y a ces deux flottements. Et on a l'impression, dans cet endroit-là, que toute la réalité, elle est suspendue, et que la fiction, si vous voulez, c'est l'albatros du poète. Voilà, ça flotte comme ça dans les airs aussi. Et je voulais terminer par juste un petit moment de lecture d'un début de nouvelle de Maupassant. Alors une nouvelle qui m'est chère parce que ça s'appelle La Peur. Et vous allez voir, on est sur le récit cadre, quand même bien le faire Maupassant, hein, un récit cadre dans lequel des gens vont venir parler et raconter des histoires à faire peur. Mais son récit cadre, ça se passe en pleine mer. Et voilà comment commence cette nouvelle. On remonta sur le pont après dîner. Devant nous, la Méditerranée n'avait pas un frisson sur toute sa surface qu'une grande lune calme moirait. Le vaste bateau glissait, jetant sur le ciel qui semblait ensemencé d'étoiles un gros serpent de fumée noire, et derrière nous, l'eau toute blanche, agitée par le passage rapide du lourd bâtiment, battue par l'hélice, moussait, semblait se tordre, remuait tant de clarté qu'on eût dit de la lumière de lune bouillonnant. Nous étions là, 6 ou 8, silencieux, admirants, l'œil tourné vers l'Afrique lointaine où nous allions. Le commandant, qui fumait un cigare au milieu de nous, reprit soudain la conversation du dîner. Et après ça s'ensuivent deux histoires fantastiques, qui sont de facture assez exceptionnelle, parce que Maupassant est vraiment un des maîtres du genre. Et je me disais que c'est probablement là, dans cette espèce d'intermonde qui est le bateau en pleine mer, comme ça, c'est sans doute là que les humains se racontent les plus belles histoires, parce que, j'ai envie de dire que ce sont des histoires en pleine mer qui n'ont pas besoin de la réalité pour exister. On est vraiment dans la littérature, et la littérature du grand large. Voilà, je voulais terminer simplement par ces mots-là. Professeur, je vous laisse la parole pour terminer. Merci beaucoup. Moi, je voulais faire deux petites observations pour donner mon sentiment, peut-être de conclusion par rapport à ce que j'ai vécu. Je ne reviendrai pas sur tout ce qu'on a dit, hein, sur vraiment la richesse de nos échanges, mais en partant de quelques idées que j'ai perçues tout à l'heure, je voulais revenir un peu sur le personnage du héros et puis conclure. Le héros, vous l'avez bien décrit, hein, vous l'avez bien décrit et on est en phase avec vous. Mais hier, on a vu le héros qui se bat, qui résiste. Il essaye de s'en sortir. D'Avançant nous l'a montré en train de sauver sa peau, en train de construire un ensemble de stratégies pour s'en sortir. Oui, c'est un héros, parce qu'il arrive à sortir du danger, il arrive à sauver sa peau. Mais le vrai héros, Jean-Pierre, tu viens de le dire, c'est celui qui sauve la cité. Ce n'est pas celui qui sauve sa peau, c'est celui qui sauve la cité. C'est lui qui sauve le groupe. Et c'est un peu ce héros-là que l'on retrouve dans la culture maritime et en droit maritime. Quand vous regardez dans la culture maritime, tout revient à l'idée de solidarité. On n'est rien tout seul. La mer est tellement immense, tellement dangereuse, qu'on n'est rien tout seul. Ça commence avec l'embarquement. Vous n'êtes pas seul, vous êtes un équipage. L'équipage. On n'est pas seul, on est en groupe. Vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul, c'est avec l'équipe que vous devez vous définir et aller en mer. L'équipage. Le capitaine est à la tête de l'équipage et il sait qu'il n'est rien sans son équipage.
Donc c'est une fusion dans ce groupe. Quand vous continuez à regarder la suite, on retrouve la même chose. La fameuse solidarité des gens de mer. La solidarité des gens de mer. Quand un marin est en danger, il faut se détourner, il faut aller le sauver. Abandonner la marchandise, abandonner les avantages, abandonner le lucre, même le déroutement lucratif en droit maritime est salué. Il faut se détourner, il faut aller prêter secours. Donc, la solidarité des gens de mer. Quand vous regardez d'autres institutions, telles que la Varée commune, on vient d'en parler. La Varée commune est basée sur la solidarité. Enfin, la solidarité. Même les armateurs, sachant qu'ils causent des dommages, créent des P&A clubs, des mutuelles, la solidarité. Donc le monde de la mer répond à cet idéal du héros. Ce n'est pas celui qui sauve sa peau, ce n'est pas celui qui défend ses intérêts personnels, c'est celui qui se bat pour l'équipe, la cité flottante, hein, le navire. Voilà, c'est celui qui se bat pour l'intérêt général. Et l'une des plus belles figures de cette solidarité et de cet esprit de l'intérêt général, les jeunes qui sont là apprécieront, je suis sûr, c'est la personnalité du capitaine du Titanic. Le capitaine du Titanic sait que le navire va couler. Il est déjà au courant. Il sait que le navire a abordé des glaces. Il y a une terrible voie d'eau, on le lui a dit. Il sait que c'est au courant. Il sait que ça va se passer. Il a essayé de voir comment réparer. C'est foutu. Il le sait. Mais avec une majesté que vous avez vue dans le film, mais qui a vraiment véritablement existé, il fait tout pour sauver les passagers et sauver son équipage. Bien sûr, ils n'étaient pas bien préparés. Bien sûr, ils pensaient que le navire était insubmersible. Il y a eu des tas d'erreurs. Les canaux n'étaient pas suffisants. Alors ça, on le sait. C'est même l'une des raisons où le droit maritime a pu évoluer avec les conventions SOLAS. Il le sait. Mais face au danger, il essaye de gérer, il essaye de sauver. Et il sait que sa propre vie n'est rien par rapport à tous ceux qui sont là. Rien à voir avec le capitaine du Costa Concordia, hein, qui se bat, qui s'en va avant tout le monde. Rien à voir. Donc c'est un peu ça. Pour revenir au personnage du héros. How to abandon a ship. Ah, ship, voilà. Le héros, le vrai héros, dans la culture maritime, c'est celui qui se bat pour le groupe. Et Jean-Pierre, merci d'avoir rappelé cette citation que tu as vue, celui qui se bat pour la cité. Ça, c'était par rapport à ce que nous venons de partager. Pour conclure vraiment dans l'ensemble, cher Andrea, pendant ton séjour, j'ai vu dans ma tête la réconciliation de 2 siècles. J'ai vu la réconciliation de 2 siècles, le 16e et le 17e. Le 16e, c'est quoi? C'est le siècle de la Renaissance. C'est le siècle des hellénistes. C'est le siècle vraiment de ceux qui connaissent le grec et le latin, qui savent que la culture passe par là. L'humanisme du XVIe siècle est basé sur ça. Hier, on parlait de Dublé. Dublé va à Rome, il est à l'ambassade de France, tout va bien, et puis il pense que toute la vie sera comme ça. Quand il revient malheureux et malade. Il se rend compte que la vie a été trop courte, il n'en a pas tiré profit. Heureux que comme Ulysse a fait... Hein, bon, voilà, il regrette. C'est les regrets. Il regrette le temps passé. Donc on a revu ça, et tout à l'heure, hier on était au cercle Cambronne, il y avait François Ier qui trônait là. François Ier, c'est le roi de France. On est au siècle de François Ier. Donc, j'ai revu dans ma tête défiler l'humanisme du XVIe siècle. J'ai vu les échanges, ce voyage que tu incarnes bien. Tu voyages, tu rencontres les gens de tous les horizons, de toutes les cultures, de toutes les langues. C'est ça, c'est
cette beauté-là que j'ai vue, cet humanisme-là que nous oublions aujourd'hui. On s'enferme dans nos frontières, on est dans un monde où on s'enferme dans nos frontières, avec nos drapeaux, n'est-ce pas? Cette période-là est perdue, hein? Et j'ai beaucoup aimé ce rappel-là. 16e siècle. 17e siècle, c'est un peu la suite, mais pour nous les juristes, c'est le siècle de Colbert et de Louis XIV. L'ordonnance de Colbert arrive là. C'est l'ordonnance qui organise le droit maritime en France, en puisant sur les sources anciennes, en puisant sur la Lex Royale des Actus, en puisant sur le consulat de la mer, en puisant sur tous les grands textes et toute la culture de la Méditerranée, n'est-ce pas? Voilà. Le guidon de la mer, voilà. Il puise sur tout ça et fait le premier grand texte juridique d'Europe et qui va rayonner dans le monde entier et influencer même les conventions internationales. Dans le droit maritime international qu'on enseigne aujourd'hui. Hein? Influencer la Grande-Bretagne. Même les États-Unis, l'Amérique, aujourd'hui encore dans les décisions américaines, on cite l'ordonnance de Colbert comme une source du droit maritime. Voilà. Donc on voit comment ce XVIIe siècle nous a donné ce que nous avons aujourd'hui. Les meilleures conventions internationales continuent encore de garder le substrat de l'ordonnance de Colbert, qui est un texte fabuleux. Et d'ailleurs, nous qui parlons de droit maritime au pluriel, c'est le premier texte qui traitait des problèmes maritimes ensemble. Non pas en saucissonnant le transport, les ports, la pêche. C'était un ensemble. C'est aussi ce siècle où la marine royale et la marine marchande, n'est-ce pas, communiquent et travaillent ensemble. Ce sont deux siècles où les marines... L'ordonnance de la marine militaire est plus tardive. Plus tardive. Mais les corps communiquent. Il y a une solidarité dans les deux corps. Voilà. Vraiment, j'ai revu un peu l'héritage de ces deux siècles très riches au cours de nos échanges. Je voulais encore, au nom du CDMO, au nom de tous ceux qui sont là, te remercier, France. C'est France qui nous a permis de te rencontrer. Il m'a emmené à Paris. Et vraiment, ça a été une belle aventure. J'ai fait un bon voyage, comme Ulysse. Merci, France. Donc, je voulais vous remercier tous et te remercier, Andrea, pour cet enrichissement fabuleux et cet échange. Voilà.